On reprend le cours. Simplement une annonce publicitaire. J'ai mis en ligne aussi ce week-end, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'étais très fatigué hier. Euh, j'ai mis en ligne le cours que je fais avec vos camarades de TG4 parce que j'ai beaucoup d'avance avec eux. Euh, un cours qui est intitulé Faut-il respecter la nature? Ok. Et je l'ai mis aussi sur votre playlist. Ça permettra de compléter le cours sur la culture dans une dimension qui justement est plus technique. Je fais un cours sur l'art, je fais un cours sur la technique, je fais un cours sur l'écologie aussi dans le cadre de ce cours. Ça peut être utile surtout pour en vue de l'examen. Et ça permet de retravailler la notion de respect qu'on avait déjà examinée dans le cours sur la morale. Alors je reprends. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit hier? J'avais parlé, il me semble, de Wittgenstein, des remarques sur le rameau d'or de Fraser. J'avais pas terminé d'en parler, il me semble. Euh, Ce que je voulais dire la dernière fois, c'était donc que selon Wittgenstein, la, la tentative de Fraser, de la part de Fraser, d'expliquer les phénomènes religieux et en particulier les rituels magiques et tout particulièrement les sacrifices humains, était vaine. On ne peut pas expliquer la magie parce que expliquer la magie, c'est l'attribuer à la stupidité ou à l'ignorance, mais surtout à la stupidité des sauvages. Or, dit Wittgenstein, il n'est pas vraisemblable, il n'est pas possible que certains peuples, certaines sociétés aient fait cela par stupidité. Ils l'ont fait, dit Wittgenstein, parce qu'il fallait le faire, parce qu'il faut transformer dans l'ordre symbolique certains de nos instincts. Et en particulier, euh, tout ce qui concerne la mort, tout ce qui concerne la mort va être ritualisé précisément par instinct de survie. Oui, c'est-à-dire qu'on va transformer des phénomènes qui sont naturels, des impulsions qui sont instinctives, en rituels pour pouvoir les surmonter d'une certaine manière. Alors, si on prend un petit peu de recul, et on arrive à la troisième partie, si on prend un petit peu de recul, on comprend que la confrontation, parfois brutale, avec des cultures étrangères et étranges, on pourrait dire, dans le cas du rituel du sacrifice humain. Cette confrontation nous permet de prendre conscience de nos rituels, de nos croyances, du caractère symbolique de nos pratiques sociales. Et donc, on arrive à la troisième partie du cours, identité et altérité, grand 3, identité et altérité, rester soi-même avec les autres. Rester soi-même avec les autres. Ouais. Altérité, c'est le contraire d'identité. Alter, c'est ce qui veut dire, c'est autre en latin. Il y a alien et alter, si vous voulez. Euh, et alien, c'est l'étranger. Alter, c'est autre chose, tout simplement. C'est neutre. Et l'altérité, c'est le fait
c'est l'identité de l'autre, on pourrait dire. C'est le fait d'être autre. Identité et altérité, rester soi-même avec les autres. Alors, et altérité, c'est marqué sur le texte. Ouais. Problème, reconnaître la pluralité des cultures, est-ce se condamner à leur relativité? Oui, reconnaître la pluralité des cultures, est-ce se condamner à leur relativité? On va lire un texte de Montaigne, donc, qui est tiré de l'apologie de Raymond Sebon dans les Essais. C'est un texte qui est moins célèbre, et vraiment je ne comprends pas pourquoi, que celui des cannibales. C'est un texte qui est moins célèbre que celui des coches, mais c'est un texte qui est nettement plus marrant que tous ces textes réunis. Alors, une remarque sur Montaigne. Chut, Jonathan, Ibrahim. Une remarque sur Montaigne. Montaigne écrit en moyen français. C'est-à-dire que quand on le lit dans le texte, c'est moyen, c'est moyen effectivement. C'est-à-dire qu'on a du mal avec... Enfin, on s'y habitue, mais on a du mal à... C'est comme lire Shakespeare dans le texte en plus hard, si vous voulez. Euh, le, le texte que je vous propose, c'est pas une traduction, c'est ce qu'on appelle une translation. C'est-à-dire qu'on va moderniser la syntaxe, on va moderniser le vocabulaire, mais on va garder des tournures de phrases qui peuvent sembler bizarroïdes, mais qui font le charme de cette langue, je trouve. Alors, dans ce texte, Montaigne s'attaque à la question de la beauté. Et finalement, il pose une question qui est très simple. Est-ce que la beauté est naturelle ou est-ce qu'elle est culturelle? Est-ce que la beauté peut correspondre à des critères qui soient naturels, c'est-à-dire, déjà dans les termes de Lévi-Strauss, qui soient universels? Y a-t-il une norme universelle de la beauté? Ou faut-il confesser que la beauté en soi n'existe pas, qu'il n'existe que des modes, qu'il n'existe que des traditions culturelles qui vont mettre en avant un certain type de beauté? Alors je lis le texte. Quant à la beauté du corps, avant de passer outre, il me faudrait savoir si nous sommes d'accord avec sa description. Il est vraisemblable que nous ne savons guère ce que c'est que la beauté en nature et en général, puisqu'à l'humaine et notre beauté, nous donnons tant de formes diverses, de laquelle, s'il y avait quelques prescriptions naturelles, nous la reconnaîtrions en commun comme la chaleur du feu. Nous en imaginons les formes à notre guise, et comme le dit Properce, le teint belge serait laid sur un visage romain. Les Indes la peignent noire et basanée, aux lèvres grosses et enflées, au nez plat et large, et chargent de gros anneaux d'or le cartilage d'entre les narines pour faire pendre jusqu'à la bouche, comme aussi la lèvre inférieure de gros cercles enrichis de pierreries, si bien qu'elles leur tombent sur le menton, et elles leur grâce de montrer leurs dents jusqu'au-dessous des gencives. Au Pérou, les plus grandes oreilles sont les plus belles, et les étendent autant qu'ils peuvent par artifice. Et un homme d'aujourd'hui dit avoir vu en une nation orientale ce soin de les agrandir en tel crédit, et de les charger de pesants joyaux, qu'à tous les coups il passait son bras vêtu au travers d'un trou d'oreille. Il est ailleurs des nations qui noircissent les dents avec grand soin, et ont à mépris de les voir blanches. Ailleurs, ils les teignent de couleur rouge. Non seulement au Pays basque, les femmes se trouvent plus belles la tête rase, mais assez ailleurs, et qui plus est, en certaines contrées glaciales, comme le dit Pline. Les Mexicaines comptent entre les beautés la petitesse du front
et où elle se rase le poil par tout le reste du corps, elle le laisse pousser au front. Et en ont en si grande recommandation la grandeur des tétins qu'elles affectent de pouvoir donner la mamelle à leurs enfants par-dessus l'épaule. Nous imaginerions ainsi la laideur. Les Italiens façonnent la beauté grosse et massive, les Espagnols maigres et soignés, et parmi nous l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse, qui demande de la mignardise et de la douceur, qui de la fierté et de la majesté. Tout ainsi que la préférence en beauté que Platon attribue à la figure sphérique, les épicuriens la donnent à la pyramidale et ne peuvent accepter un dieu en forme de boule. Alors, on comprend bien la thèse de Montaigne, mais elle est sans doute plus subtile qu'il n'y paraît. La thèse de Montaigne, c'est donc que la beauté, exactement, la beauté, est une norme essentiellement relative aux cultures. À chaque culture, sa beauté. Mais si on s'intéresse aux détails du texte, on se rend compte, comme souvent chez Montaigne d'ailleurs, on se rend compte que c'est plus compliqué que cela. Montaigne commence par dire effectivement que si la beauté était une norme, si la beauté était une norme naturelle, elle serait reconnue universellement. Autrement dit, nature égale universelle. Si la beauté était une norme naturelle, elle serait reconnue universellement. Or, nous donnons à la beauté, dit Montaigne, je cite, tant de formes diverses. Tant de formes diverses. Et en fait, on retrouve, c'est pour ça que Montaigne, c'est quand même un petit peu le père de Lévi-Strauss, on retrouve une intuition chez Properce. Properce va écrire la chose suivante. Le teint belge serait laid sur un visage romain. Le teint belge serait laid sur un visage romain. Qu'est-ce que cela veut dire? Serait laid. Le teint belge serait laid sur un visage romain. Non, serait laid, serait moche. C'est le matin. On se réveille en douceur avec Monsieur Dumont. Serait laid, serait chum sur un visage romain. Alors, c'est une idée qu'on a déjà retrouvée chez Claude Lévi-Strauss. Oh. Le teint belge serait laid sur un visage romain. Jonathan, ça suffit. Sinon, vous allez venir ici, près de moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire la chose suivante. Le relativisme culturel peut passer pour de la tolérance. C'est-à-dire que si on dit à chacun sa culture, toutes les cultures se valent, on a l'impression qu'on a affaire au logiciel de la tolérance. Le logiciel du multiculturalisme, au fond. Oui, lorsqu'on dit que toutes les cultures se valent, à chacun sa culture, on a l'impression qu'on a affaire au logiciel de la tolérance. Bah oui, il y a un logiciel. Ça consiste à dire effectivement que tout est relatif. On a l'impression qu'on a affaire au logiciel du multiculturalisme, celui de la tolérance. Effectivement, c'est un discours qui semble tolérant. Or, ce que dit Montaigne, et ce que montrait Lévi-Strauss déjà, c'est que lorsque
on dit à chacun sa culture, on enferme chacun dans sa culture, et ce que l'on dit, c'est que les cultures sont incommensurables, ne peuvent pas communiquer. Et donc, on comprend bien comment à chacun sa culture devient le teint belge serait laid sur un visage romain, c'est-à-dire la condamnation du métissage, la condamnation du mélange. Comment la tolérance devient intolérance. Plutôt comment la relativité, le relativisme culturel devient intolérance. Est-ce que c'est compris ça? Vous comprenez? Si on dit à chacun sa culture, ça finit par devenir chacun chez soi. Chacun enfermé dans sa culture. Ensuite vient une description hallucinante et hallucinée de la beauté des femmes à travers le monde, du Pays Basque au Pérou, en passant évidemment par le Mexique, ça aurait été dommage de s'en passer. Sur quoi repose cette description? Sur des clichés. C'est-à-dire des cartes postales, des images d'Épinal qui semblent, comme disait un prof en prépa, qui semblent chromo pour être vraies, c'est-à-dire qu'elles semblent totalement fabriquées. Un chromo, ça veut dire une photo en fait. C'est-à-dire quand, en gros, c'est quand c'est une image publicitaire. Exactement. Autrement dit, quand vous voyez enfin, voilà, une image publicitaire pour une île paradisiaque, il faut se méfier quand même, hein. Il y a des moustiques. Est-ce que je peux vous demander de tirer le rideau, s'il vous plaît? Plutôt celui-là. Ouais, merci. Il faut que je retrouve ma vision nocturne. Euh, alors, qu'est-ce que cela, que se passerait-il si on voyait vraiment ce que nous décrit Montaigne? Effectivement, ce serait la laideur incarnée. Parce que la femme qui peut donner le sein à son enfant par-dessus l'épaule, bof, non, moyen. Euh, le piercing qui permet de passer carrément le bras entier à travers le trou d'oreille, pareil, moyen. Si vous aviez lu le texte, Nathan, vous n'en seriez pas là. Alors, en gros, ce que dit Montaigne, c'est que la beauté des autres est notre laideur. Hein, le goût des autres est notre dégoût. Or, qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand j'ai lu ce texte à 15 ans? J'étais déjà pervers à 15 ans. Je lisais Montaigne. C'est fascinant de lire ça. C'est fascinant de voir ça. C'est-à-dire que si la description, si vous voulez, c'est pas du Balzac. Si la description avait duré 20 pages, si vous voulez, la beauté des femmes à travers le monde, moi je serais resté, hein, si vous voulez. Alors que la description d'une imprimerie au début du 19e siècle, au début de Splendeur et misère des courtisanes sur 40 pages, bah, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que dit Montaigne, c'est que si on voyait ces femmes, on les trouverait laides, mais en les décrivant, en si vous saviez, en
les décrivant, en passant par la littérature, elles deviennent belles. Ibrahim, on se racontera nos histoires plus tard. Hein. Alors, on arrive ensuite au dernier paragraphe. Je voudrais que vous soyez sensible à un mouvement, un truc que vous avez déjà fait en français, je pense, et que vous l'identifiez. Les Italiens façonnent la beauté grosse et massive, les Espagnols maigres et soignés, et parmi nous, l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse, qui demande de la mignardise et de la douceur, qui de la fierté et de la majesté. Il y a une énumération, mais c'est pas que ça. Il y a effectivement une cadence. À chaque fois, c'est grosse et massive, maigre et soignée. Donc, à chaque fois, c'est des oppositions. Blanche, brune, molle et délicate, forte et vigoureuse, mignardise, douceur, fierté et majesté. Il y a autre chose. Ouais. Les Italiens, les Espagnols. Et ensuite ouais, mais ensuite. Italien, Espagnol, parmi nous. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On pourrait appeler ça une gradation dans la précision. Montaigne commence par dire, voilà, au Pérou ça se passe comme ça, au Mexique ça se passe comme ça, et ensuite les Italiens c'est comme ça, les Espagnols c'est comme ça, et nous, l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vous pose une question. Chut, mais Jonathan, par ailleurs, écoutez. Mais en parlant. Et vous deux, là, ça commence à bien faire. J'ai l'impression d'être... C'est les deux joueurs de trombone dans la Grande Vadrouille, si vous voulez. Il faut toujours que je vous rappelle à l'ordre. Vous regarderez la Grande Vadrouille et vous comprendrez ce que je veux dire. Il y en a toujours deux qui discutent dans l'orchestre, au fond. C'est toujours vous, et c'est toujours vous que j'engueule. Oui, mais c'est vous qui prenez, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand... Chut, on se tait. Qu'est-ce qui se passe quand Montaigne passe du Pérou, du Mexique, italien, espagnol, et parmi nous? Géographiquement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il voyage, non, il voyage pas. Il rentre à la maison, là. On part de très loin, si vous voulez, on part des Indes, si je me souviens bien. Mexique, Italie, Espagne, ok. On se rapproche de Bordeaux, hein, de la frontière espagnole. Et parmi nous, l'un la fait blanche, l'autre brune. Donc, que nous dit Montaigne? Que nous dit Montaigne? Tout le texte est un mouvement pour rentrer chez soi. Et ce que nous apprend Montaigne, c'est que lorsqu'on examine sa propre culture de près, on en voit la diversité. Parmi nous, l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse. Autrement dit, on voit la diversité des goûts dans sa propre culture, alors qu'on ne la voit pas dans la culture des autres, bien qu'elle y soit. C'est parce qu'on ne s'y intéresse pas. Et donc, ce que nous dit Montaigne véritablement, c'est que par le voyage, par le récit de voyage aussi, bref, par cette activité d'acculturation où on se cultive soi-même d'une certaine manière, on rentre chez soi au sens où on devient soi-même.
quand on se cultive, c'est, on devient soi. Quand c'est par la culture, par l'acculturation, qu'on revient chez soi. C'est-à-dire, c'est en passant par la curiosité pour la culture des autres qu'on devient soi-même, qu'on forge son propre goût. Alors, il y a un texte où, je ne sais plus où est-ce que c'est exactement dans les essais, mais c'est un texte célèbre où Montaigne se compare à une abeille, et il dit, comme les abeilles, en fait, je fais mon miel de plusieurs fleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il va construire sa pensée, il va construire ce qu'il est, euh, en, euh, en lisant des auteurs latins, en se confrontant à des récits de voyage qui vont l'étonner, en écoutant les autres. Et comment est-ce que vous comprenez cette dernière phrase? Tout ainsi que la préférence en beauté que Platon attribue à la figure sphérique, les épicuriens la donnent à la pyramidale et ne peuvent accepter un dieu en forme de boule. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne change pas un petit peu de thème? Pourquoi il nous parle de Dieu, ouais? Quand est-ce que Montaigne écrit? Pardon? Non, justement. Justement, c'est ce que dit cette phrase, c'est qu'on n'a pas tous Dieu en commun. En tout cas, pas le même Dieu. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais bien d'essayer. Non, c'est pas il faut pas mettre Dieu au régime, hein, c'est pas ça le truc. Euh, non, quand est-ce que Montaigne écrit? Vous le savez, ça? À quelle époque? Non, un siècle plus tard. Fin du XVIe siècle. Ouais, qu'est-ce qui se passe à la fin du XVIe siècle? Mais si! Vous n'avez pas vu La Reine Margot? Ah bah alors là, hein, Ibrahim, on regardera ça ensemble, vous serez pas déçus du voyage, hein, Isabelle Adjani. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle? Fin du XVIe siècle dans beaucoup de pays d'Europe, et en particulier en France. La Révolution, bah voyons, c'est pas la Révolution, c'est la Réforme. Autrement dit, c'est là, ce sont les guerres de re... Un point pour Ibrahim. Les guerres de religion, bah ouais. Mais non, je rigole. Mais votre jalousie ne vous honore pas, Jonathan. Euh, Ce sont les guerres de religion. Pourquoi est-ce que Montaigne se met à parler soudainement du dieu platonicien et du dieu épicurien? C'est que le problème de la relativité des cultures, on peut en sourire d'une certaine manière quand il s'agit de la beauté, et quand il s'agit de Dieu, ça devient tout de suite une affaire plus sérieuse. Et donc, ce que dit Montaigne, peut-être, c'est que ce qui vaut à l'échelle individuelle, à savoir le fait que dans un individu peuvent coexister plusieurs cultures, ou en tout cas plusieurs attraits pour des cultures étrangères. À l'échelle collective, ça devient un problème politique. Autrement dit, ça va être un petit peu la question de la laïcité en France, hein.
ou la question de la tolérance dans le monde anglo-saxon. La question qui doit se poser sur le plan politique, c'est la question de savoir comment on fait coexister des cultures qui ne vont pas voir Dieu de la même manière, qui ne vont pas voir le bien et le mal de la même manière, qui ne vont pas voir la justice de la même manière, etc. etc. Et là, vous avez Hobbes. Très clairement, c'est la question que pose Hobbes. Retour au cours sur la liberté. Est-ce que ça va pour tout le monde? En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette question de la relativité du beau nous conduit à la relativité du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Et c'est la question, c'est the question que pose Hobbes dans le Léviathan. C'est comment on fait vivre ensemble des individus qui vont s'opposer dans la guerre de chacun contre chacun, sur la question du bien, du mal, du juste, de l'injuste, du tien, du mien. Autrement dit, sur tout ce qui peut faire leurs intérêts vitaux. Et Montaigne, c'est la Renaissance. Hobbes, c'est quelques décennies plus tard, mais ils vont tous être marqués par Montaigne, ces penseurs de cette époque-là. Ok. Alors, je finis rapidement le cours à proprement parler. Ensuite, on fera un aparté sur le travail chez Marx, un texte que vous aurez peut-être déjà lu en SES, je ne sais pas. Il faut lire Marx. Grand B, devenir soi-même, est-ce devenir l'étranger de tout le monde? Donc avec Montaigne, on avait vu ce mouvement qui consiste à rentrer chez soi, à devenir soi-même en passant par les autres. Et la question qu'on va se poser, c'est justement de savoir ce qui se passe lorsqu'on devient véritablement soi-même. Alors, on va lire un texte de Richard Hogarth, 33 Newport Street. Et Hogarth c'est une autobiographie on pourrait dire, d'un critique littéraire, un sociologue anglais, qui va s'intéresser à tous les milieux sociaux et surtout, en fait, il est célèbre pour son étude des milieux populaires en Grande-Bretagne. Hogarth grandit à Liverpool pendant la Seconde Guerre mondiale et ses parents, qui viennent du milieu ouvrier, vont se saigner pour envoyer le petit Richard à Cockburn. C'est le lycée du centre-ville. C'est le lycée privé où vont les fils d'eux. Les fils d'eux, ça veut dire les enfants de bourgeois. Non, c'est pas c'est le terme, le sens qu'a cette expression. Euh, Mais parce que, voilà, c'est comme ça. La foudre tombe toujours sur vous. Alors, on lit le texte et on essaye de comprendre ce qui est en jeu. Le lycée Cockburn m'apporta, avec bien d'autres choses, l'amorce de cette intuition de base, à savoir que la grande majorité d'entre nous roule réellement dans sa tête un sens du temps, de l'espace et du possible qui nous est pour une faible part personnel, qui est déterminé socialement et qui reste pratiquement inchangé depuis le moment où il a pris forme. Je ne suis pas un grand intellectuel, mais Cockburn avait déclenché en moi l'habitude de mettre en question
le monde qui m'avait été précédemment offert, donc en gros le monde d'où il venait, et ce qui en retour agissait sur mon acceptation ou mon refus du monde que Cockburn lui-même offrait. Après une rupture de ce genre, vous n'êtes plus jamais pleinement à l'aise dans votre culture locale, quel qu'en soit le niveau, culture de taudis, de grand ensemble, de pavillon de banlieue, de cottage, de maison de maître ou de château. Vous pouvez faire la paix avec votre culture d'origine, vous pouvez en venir à la respecter, mais vous ne pouvez plus en être l'indigène à part entière, et ce n'est pas à regretter. Vous avez goûté le fruit défendu. C'est quoi le fruit défendu dans le livre de la Genèse? Oui, mais c'est quoi? Oui, mais c'est quoi? C'est quoi le péché? Oui, mais c'est l'arbre du fruit de... C'est le fruit de l'arbre de la... Non! C'est vous qui êtes obsédé. Oui, non, presque. De la connaissance, exactement. Vous avez goûté le fruit défendu, c'est-à-dire vous avez goûté le fruit de l'arbre de la connaissance. Que dit Hogarth dans ce texte? Donc, Hogarth raconte comment il a été marqué par sa scolarité à Liverpool, à Cockburn. Il va passer brutalement. Il va passer brutalement de la culture ouvrière, de la culture des petits pavillons de banlieue, en briques rouges, à la culture bourgeoise, des plus fortunés. Et en fait, quand on change de milieu social, quand on est plongé dans un autre milieu social, il peut se passer deux choses. Premièrement, on peut rejeter la culture d'où l'on vient pour être accepté dans son nouveau milieu. On peut au contraire rejeter ce nouveau milieu par fidélité à ses origines. Et ce que va dire Hogarth, c'est qu'il va se passer une troisième chose. Hogarth va comprendre que les représentations qu'il avait dans sa famille étaient déterminées socialement, mais que les représentations bourgeoises auxquelles il va être confronté à Cockburn sont tout autant déterminées socialement. Et à partir de ce moment-là, il ne pourra plus être l'indigène d'aucune culture, comme il le dit, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être à l'aise dans sa culture d'origine, et il ne sera jamais à l'aise, c'est-à-dire qu'il ne fera jamais complètement sienne, la culture bourgeoise. Et il passera sa vie, en fait, à naviguer entre les classes sociales pour les observer. Il va devenir sociologue. Et donc, ce que dit Hogarth, c'est qu'effectivement, pour devenir soi-même, il faut devenir l'étranger
de sa culture, il faut devenir étranger à sa propre culture, mais qu'il ne faut pas le regretter. Parce que c'est comme ça qu'on devient un individu, tout simplement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, sur la question, j'ai pas le temps de vous en parler en détail. Sur la question du multiculturalisme, je vous recommande l'article. C'est un gros article, il fait combien? Il fait 38 pages en PDF. Vous pouvez le trouver très facilement, mais il est en anglais. Donc il faut lire un petit peu l'anglais. Je vous recommande l'article de Robert Putnam, Putnam, pardon, P-U-T-N-A-M, Robert D. Putnam, qui s'intitule E pluribus unum, c'est la devise américaine. Feutre, 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 pas feutre. E pluribus unum, E, pluribus, P-L-U-R-I-B-U-S, unum, U-N-U-M, et pluribus unum, de Robert Putnam, P-U-T-N-A-M, un article qui date de 2007. Et pluribus unum, c'est la devise des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire à partir de plusieurs, un seul. C'est une expression qu'on trouve chez Rousseau notamment. C'est la fondation du peuple, d'une foule d'individus, d'une multitude d'individus. On devient un peuple uni. Et évidemment, pour les États-Unis, ça a un sens particulier. C'est la fédération des États qui fonde l'unité du pays. Ça va devenir, en fait, c'est un article sur le multiculturalisme et sur les conséquences sociales du multiculturalisme, aux États-Unis en particulier. Voilà. Je vous recommande vivement la lecture de ce texte. Quoi d'autre? Bah, c'est à peu près tout. On fera un aparté, on va même commencer maintenant, sur le travail. Donc vous pouvez noter aparté sur le travail. Et sur la question du travail, on ne verra que Marx, parce qu'au fond, ça suffit comme ça. Vous avez lu quoi de Marx en SES? Ouais, c'est un peu le problème de l'éducation nationale, on ne vous fait plus rien lire. On vous en parle, mais classe en soi et classe pour soi. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Très bien. Bon, l'en soi et le pour soi, c'est des catégories. C'est des catégories qui viennent de Hegel, qui est en gros euh, le maître à penser de pas mal de jeunes socialistes allemands, dont Marx et Engels. Et on va retrouver ça chez Sartre, etc., etc. Euh, Est-ce que vous avez on va pas lire le texte aujourd'hui. Est-ce que vous avez parlé avec votre prof d'SES de l'aliénation, du concept de travail aliéné? Ok.
Non, c'est pas le travail à la chaîne, le travail aliéné, même s'il y a de ça. Euh, alors, on va voir le concept d'aliénation. Euh, vous avez vu la théorie de la plus-value? Ok. C'est moi qui vais vous apprendre ce que c'est que d'être de gauche, c'est-à-dire être marxiste, hein. Il y a des ironies dans la vie comme ça. Donc, on va commencer par la théorie de la plus-value. Euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait la valeur d'un produit pour Marx? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un produit pour Marx? C'est non, non, non. Oui. Autrement dit, la valeur d'un produit, c'est la quantité de travail. C'est la quantité de travail qu'on va mettre. C'est l'économie classique, si vous voulez. C'est la quantité de travail qu'on va mettre pour produire un produit. Comment est-ce que l'économie capitaliste fait-elle du profit? Eh bien, c'est simple, c'est en volant l'ouvrier. La plus-value, la plus-value, c'est la part du prix du produit. C'est la part du prix du produit. Donc, ce n'est pas le bénéfice qu'on fait en le vendant, il faut bien comprendre. C'est la part du prix du produit qui correspond au temps de travail qui ne va pas être rémunéré pour l'ouvrier. Ah, c'est la plus-value pour le capitaliste, pour les détenteurs des capitaux de l'entreprise. Ah, c'est la moins-value pour le travailleur, ça c'est sûr. Okay. En gros, ça permet d'expliquer la différence entre le coût de revient, si vous voulez, d'un produit et le prix auquel il va être vendu. L'économie capitaliste pour Marx repose sur le vol de celui qui crée la richesse, à savoir l'ouvrier, par celui qui est propriétaire des moyens de production, à savoir le capitaliste, qui n'est pas toujours le patron, mais qui l'est à l'époque le plus souvent. Le propriétaire des moyens de production. Autrement dit, c'est le propriétaire de l'usine qui va fixer le prix du produit. C'est celui qui va vendre en fait le produit. Et il va le vendre sur le dos du travail de ses ouvriers en ne rémunérant pas une partie de ce travail. C'est comme ça, d'une certaine manière, qu'il va s'enrichir. On poursuit là-dessus la prochaine fois. Question que je vous pose honnêtement. Est-ce qu'on a cours demain ?